In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. And teams would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocked down a three. See the games get a little heated in the third quarter as Kyrie Irving slips one in. Take 5 so we can see their best shots and we can see their best defense. And as Coach Casey said, you don't want to send the wrong message to fans around the world. Westbrook. If you're on Team LeBron. Harden on a step back three that came up short with Durant having a hand right in the face, and then they go. Russell Westbrook was going to win his third straight All-Star Game MVP, and then out of nowhere, AD put on a show. Angels during the season to be with his ailing father. He told me before the game that he hopes he can play well. That will This quarter so far, only 13. And we just saw a block shot. And Kyle Lowry was turned back. James, a beautiful pass. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Vous êtes bien connectés sur le parquet de la radio off et le talk show du dimanche, talk show spécial Total Africa NBA, spécial NBA Finals 2018. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, tous les dimanches, on a un peu modifié la formule. On a un peu modifié la formule pour donner un peu la place aux Africains en NBA. Et comme on l'a fait depuis 3 dimanches maintenant, on consacre cette émission, une grosse partie de cette émission aux Africains du côté de l'NBA. C'est la raison pour laquelle vous entendez ce petit fond sonore à l'africaine. Et bien entendu, on n'oublie pas de préciser que c'est aussi une émission spéciale puisque nous sommes en plein dans les finales NBA et on ne peut pas passer, Radio Le Fin Basket ne peut pas passer à côté de cela. Donc, cette émission sera réservée en 2 grandes parties. Une première partie où on va faire la part belle à nos compatriotes. On va parler de 3 de nos compatriotes principalement ce soir. Et, compatriotes bien entendu du continent. Et bien entendu, par la suite, on fera le point sur tous nos sentiments, nos analyses concernant cette finale NBA. On rappelle que le Game 2 va démarrer dans quelques heures. C'est quelle heure c'est quoi? C'est dans combien de temps là? Parce que j'ai pas regardé l'heure. 2 heures, hein? 2 heures. Voilà. Dans 3 heures précisément. Dans 3 heures précisément. C'est à 2 heures du mat. 2 heures dans du 3 matin. heures. Dans 3 heures, voilà. Dans 3 heures. Voilà, vous les avez entendus, vous avez reconnu leur voix, bien entendu. C'est le Doc OLP en place sur le parquet de la radio avec son numéro 30, bien positionné pour attendre ce Game 2. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde. C'est mon année, je prends mon MVP cette année. Ok. MVP Finals. Ok, dis donc. Tout le monde va bien. Tu dis carrément que tu prends ton MVP cette année, le Doc, hein? Le 30 a pris son MVP Finals cette année-ci. Les gens ont beaucoup bavardé. Et vous voulez que je t'enverrai le maillot là? On va continuer à bavarder, on va parler longuement de Stephen Curry ce soir. On a beaucoup de choses à dire. Allez, on va enchaîner avec la présentation. Vous avez reconnu sa voix tout à l'heure. Il s'agit de Missy depuis la région parisienne qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis en même temps dans les finales NBA et dans le tennis, voilà. Ah oui. Alors vas-y, enchaîne rapidement avec ta petite pensée et puis je continue avec les présentations. Ma petite pensée va toujours pour Serena parce qu'elle est encore en course. Ouais. Et demain, elle joue son gros match. Elle joue face à Maria Sharapova en 2013. Ce match-là était une finale remportée par Serena Williams. Donc, on va lui souhaiter encore le meilleur. Hein. C'est une jeune maman qui se bat. Bien sûr. Même pas 9 mois après c'est la naissance de sa fille. Donc, elle a... Voilà. Ouais, super. On va avoir une grosse pensée pour Serena Williams avec Missy
sur le parquet de la radio. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté de Londres pour accueillir Dimitri sur le parquet de la radio. Bienvenue Dimitri. Hein? Tu dis quoi Dimitri? Bonsoir, bonsoir, c'est Aurélien, le docteur tu peux faire derrière, donc je sais pas pourquoi ouais, ça va. Je sais pas pourquoi Aurélien fait il fait la mine comme ça, mais c'est pas de ma faute si LeBron met 50 points et perd après. Tu vois, donc. Stop, vous inquiétez pas, on aura beaucoup de choses à dire sur LeBron James tout à l'heure. Alors Dimitri, sinon, c'est comment? Ça va la forme? Ouais, ça va, merci, ouais, ça va. Dimitri qui est en pleine forme en ce moment, il est en mode. Alors Dimitri, est-ce qu'on peut partager la nouvelle en direct ou pas? Je te demande ton autorisation d'abord. Si tu le veux pas, on le fait pas, sinon j'ai envie de me personnage public. Je préfère pas attendre. Tu peux pas attendre. Il n'y a pas de souci, En tout cas, moi j'ai une bonne nouvelle pour Dimitri, mais comme Dimitri l'a dit, je vais la garder pour moi. Mais sachez que Dimitri atteint un heureux événement. On va enchaîner avec les présentations. On va aller du côté des Kings, du côté de Sacramento. Troisième femme. Pas du côté des Kings. On va aller du côté des Sacramento pour accueillir Aurélien depuis, donc j'ai dit Sacramento. Bienvenue Aurélien. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Et bienvenue Georgine. Comment tu l'as appelé? Tu l'appelais comment? Bienvenue Georgine. Tu l'appelais George Hill, hein? Aurélien, c'est le George Hill du plateau ce soir. Hein? Mais Aurélien, toi tu rentres tes lancers francs quand même. Non, bien sûr. Bon, ça dépend de quel lancer franc on parle, hein, parce qu'avant, George, tous ses lancers francs. Je crois que Simon me comprend. N'est-ce pas? Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Beaucoup de choses à voir, mesdames et messieurs, dans ce Total Africa NBA spécial. NBA Finals 2018, on va préparer le Game 2 et on n'oublie pas de préciser qu'on va faire on va consacrer la première partie de nos talk show aux Africains en NBA. Je le rappelle à tous ceux qui ne le sauraient pas, on va régulièrement parler ce dimanche de nos compatriotes du côté du continent. On parlera du Tunisien Salah Mejri, le premier Tunisien de l'histoire de ce pays à rejoindre l'NBA. Luol Deng, l'anglo-soudanais, Gorgui Dieng, le sénégalais, Cheikh Diallo, le malien, Alpha Okaminou, le nigérian, Luc Mbamouté, le camerounais, Wesley Ewondou, le nigérian, Bismack Biyombo, voilà, le congolais, Franck Tilikina, le franco-rwandais, Emmanuel Mundiaï, le congolais, Mangok Matiang, le soudanais, le sud-soudanais, Giannis Antetokounmpo aussi, hein, le grec, le nigérian grec, Tonmaker, le soudanais du sud de l'Australie, Bam Adebayo, le nigérian, Ike Anikbogu, Joel Embiid, la sensation de Process, le franchise player du continent, on va régulièrement parler de lui, Gershon Bouzele, le franco-congolais, Abdelnader, l'Égyptien, Semi Ojeleye, le nigérian, Oji Anunobi, du Nigeria, Serge Ibaka, le congolais, et on n'oublie pas de penser à Pascal Siakam, le camerounais. On fera aussi une petite pige à Evan Fournier, il a quand même des parents algériens, donc on pensera souvent à Evan Fournier dans cette émission Total Africa NBA, spécial NBA Finals 2018 pour ce soir. On va enchaîner avec le talk show, mais avant on va passer une minute de préalable et on revient dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basket
êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show Total Africa NBA spécial NBA Finals 2018 à présent lancé. Alors pour ce soir, on a 3 dossiers au niveau Afrique qu'on va partager avec vous. On va parler de Luc Mbah a Moute, quand même Luc Mbah a Moute. Les playoffs c'est terminé, on rentre à la maison, il faut quand même faire un petit bilan et voir un peu comment ça s'est passé du côté, comment ça va se passer plutôt du côté du Camerounais pour la saison prochaine. On va parler de Salah Mejri, le Tunisien ce soir. Salah Mejri qui a accordé un entretien très intéressant aux médias. Alors comment il s'appelle ce média? J'ai pas oublié le nom là. Le média, comment il s'appelle ce média? J'ai oublié le nom, je vais le retrouver dans mes notes. Mais il a accordé une interview très très intéressante où il parle un peu de son histoire, où il raconte un petit peu comment est-ce qu'il a fait. Voilà, le média s'appelle Courrier de l'Atlas. Voilà, Courrier de l'Atlas. C'est un média tunisien. Sur internet qui avait donc interviewé Salah Mejri au courant du mois de mai. Et le Tunisien qui avait profité de cette interview pour parler un petit peu plus de lui. Donc si vous n'en savez pas plus sur Salah Mejri, vous allez en apprendre ce soir. C'est comme ça que ça se passe sur Total Africa NBA. On va parler aussi de Cheick Diallo. Cheick Diallo du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Alors il y a un article très très intéressant sur Cheick Diallo. Cheick Diallo qui est suivi assez sérieusement par les Pelicans. Et les Pelicans qui souhaiteraient vraiment que Cheick Diallo, on rappelle qu'il est quand même, il est somophore ou qui faut que je regarde encore bien la précision. Rookie. Il est rookie, hein, Cheick Diallo. Il est rookie. Cheick Diallo. Alors je précise donc que les Pelicans souhaitent qu'il ait la même trajectoire, en tout cas pour son début de carrière, que l'un de nos compatriotes. Il s'agit de Pascal Siakam des Raptors de Toronto. Et lorsqu'on en cite des joueurs comme ça pour le développement d'un joueur, ça fait toujours plaisir. On va revenir sur le cas de Cheick Diallo aussi ce soir. On va enchaîner avec le débat concernant les NBA Finals. Allez, on enchaîne. On va commencer par le Camerounais. Allez, commençons par Luc Mbah a Moute des Rockets de Houston. On le sait, les Rockets de Houston, on en avait déjà parlé jeudi. Les Rockets de Houston qui ont malheureusement n'ont pas pu lever la tête face aux Warriors. Enfin, ils ont quand même levé la tête, ils sont quand même à 7 matchs, vous me direz. 7 matchs, mais malheureusement, ils n'ont pas pu aller au bout de cette finale de conférence. Et pour ce qui est du Camerounais, on se pose la question, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de sa carrière? On rappelle que le vétéran Luc Mbah a Moute est à 9 ans de NBA, qu'il était sous un contrat minimum, il avait le minimum vétéran. Minimum vétéran, c'est autour de 1,4, quelque chose comme ça, de millions de dollars. Mais pour la saison prochaine, il va falloir que les Rockets se décident à savoir est-ce qu'ils vont le garder ou alors est-ce qu'ils ne vont rien lui proposer par la suite. Moi, au niveau de Radio Hall of Fame Basket, moi je milite quand même un peu pour que Luc Mbah a Moute reste aux Rockets de Houston, parce qu'il ne faut pas quand même l'oublier. Si les Rockets de Houston ont fait la magnifique saison qu'ils ont quand même réalisée, on n'oublie pas quand même de préciser que c'est la meilleure équipe de la saison régulière. C'est quand même en grande partie grâce aussi à la présence de Luc Mbah a Moute. Pour ceux qui l'auraient oublié, il s'était blessé à l'épaule avant les playoffs suite à pendant une tentative de dunk. Il s'était fait mal à l'épaule, ça semblait assez sérieux. Et puis par la suite, il est revenu, mais il n'avait pas la forme physique qu'on lui connaissait. D'ailleurs, lui-même, il le reconnaissait. Mais il y avait aussi un point important à savoir sur Luc Mbah a Moute pendant ses playoffs, c'est que son coach, Mike D'Antoni, lui avait cédé un temps de jeu assez très réduit, près de 14 minutes de temps de jeu pour Luc Mbah a Moute. C'est la deuxième fois dans sa carrière que le Camerounais joue aussi peu en play-off. Je précise bien aussi peu en play-off. La dernière fois que Luc Mbah a Moute
avait aussi peu joué en moyenne. C'était lors de la saison 2015-2016. C'était avec les Clippers de Los Angeles où il avait tourné à 12 minutes de moyenne par match. On rappelle que sur l'ensemble de sa carrière, Luc Mbah a Moute, généralement en playoff, il avait l'habitude de tourner entre 25 et 27 minutes de temps de jeu. Hein. Donc lorsqu'on vous coupe quand même autant de minutes, ça fait aussi mal aux porte-monnaie au niveau des stats, je dirais plutôt. On le sait, Luc Mbah a Moute a été assez maladroit, 9 sur 36 au tir sur l'ensemble des playoffs, 2 sur 15 face aux Warriors de Golden State. Il a quand même tourné à 7.3 rebonds sur l'ensemble de la saison. Mais on le dit, les Rockets vont se pencher sur son cas. Est-ce qu'ils vont le signer ou est-ce qu'ils vont le garder? Moi, je milite pour qu'ils le gardent. On rappelle que les Rockets sont quand même au rebond. Hein. Les Rockets qui, selon les sources, seraient prêts à proposer un contrat à Luc Mbah a Moute. On suppose que ce sera toujours le minimum vétéran. Si les Rockets ne lui proposent rien, les Raptors, je précise bien, seraient intéressés à récupérer le vétéran camerounais. Missy, une pensée pour Luc avant qu'on enchaîne. Missy? Oui, on l'avait plus ou moins dit, hein, quand on a fait le récap final de conférence. Ouais. Mbah a Moute, blessé sérieusement, n'aurait jamais dû jouer. Ouais. On a vu le mauvais visage de Mbah a Moute, mais c'est parce qu'il jouait. Ouais. Mais on a vu que même les petits Léop, ils ne pouvaient pas prendre. Ouais. Il n'arrive pas. Quelqu'un qui est sur un terrain, il n'arrive pas à lever le bras. Il n'avait rien à faire là. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Rockets ne faisaient pas le poids face aux Warriors parce que tout simplement, ils ont pris des tirs au large. Ouais. Refuser d'aller occasionner les fautes et faire les passages en... Peut-être vous pouvez prendre un passage en force, mais si vous n'attaquez pas le cercle, si vous mettez pas dedans, attaquer le cercle, les Rockets, ça, ils l'ont jamais fait, donc ils n'avaient pas ce jeu, et quand vous n'avez pas un bon Mbah a Moute, défensivement, ils ont été largués autant défensivement qu'offensivement. Ouais. Maintenant, Mbah a Moute, bon, il n'était pas rétabli, ça s'est vu, on a vu le mauvais côté de lui. C'est vraiment dommage de voir un bon joueur qui aurait pu faire de superbes playoffs, être vraiment bien, de voir un mauvais visage de lui comme ça. Il n'a vraiment pas existé et ça fait oublier toute sa belle saison. Et ça, à un moment donné, c'est là où les équipes, par exemple, comme une équipe comme les Warriors ou les Celtics, ou même, voire même Philadelphia, peut être très très bien en termes de gestion de blessures. Ça, il va falloir que tu vois quelque chose que Houston apprenne à faire très très bien. Ouais. Actuellement, les Warriors jouent sans André. Alors, pour terminer sur Luc Mbah a Moute, est-ce que tu envisages, tu penses que pour les Rockets, ce serait bien de le garder, ou tu te dis, bon, il faudrait qu'il change de crèmerie? C'est même pas question que les Rockets ou s'ils en veulent pas, il a toujours sa place dans cette ligue. Quelqu'un d'autre, c'est un bon joueur. Mbah a Moute, c'est l'un des meilleurs défenseurs sur l'homme. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Mbah a Moute, quand il rapport qualité-prix à ce niveau-là, il n'y a pas de match. Hein. Pour le contrat de Luc, c'est pas comme si c'était. Question de qualité rapport-prix, mais je dis que même les fameux là qu'on appelle vétérans, ils mériteraient beaucoup mieux. La NBA est en train de distribuer l'argent, je trouve toujours dommage qu'on ne distribue pas le même argent aux plus anciens, alors que l'argent plateau. Les anciens, eux, ils étaient là quand il n'y avait pas autant d'argent. Ils sont là aujourd'hui quand il y a beaucoup d'argent. On dit toujours, ah ben oui, c'est les vétérans, alors on donne minimum de vétérans. J'ai toujours été. C'est toujours un peu dommage. Un peu dommage. Voilà. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On le rappelle, hein, les Raptors sont au corner. Hein. Si les Rockets lâchent le Camerounais, les Raptors qui sont prêts à lui proposer quelque chose, pourquoi pas pour la suite de sa carrière, ce serait intéressant de voir. On n'oublie pas qu'il y a un autre compatriote de ce côté-là. Il s'agit de Pascal
Siakam. On enchaîne, on va parler de Salah Mejri, le Tunisien Salah Mejri qui a accordé une interview très très intéressante aux médias courriers de l'Atlas. Alors Salah Mejri, alors pour ceux qui ne le sauraient pas, il est quand même originaire de la région de Djendouba, du côté de la Tunisie. Si vous êtes tunisien, vous écoutez Radio Le Feu Basket, vous saurez de quelle région on parle. C'est un pivot de 2,17 m qui a rejoint les Mavericks de Dallas en 2015. Et donc il a donc raconté un petit peu sa carrière, d'où il vient, comment est-ce que ça a commencé pour lui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a découvert le basket assez tardivement. Hein. C'est pas le premier, on s'en souvient. Joel Embiid en est aussi un exemple. Il a précisé qu'à l'école, il jouait beaucoup au foot. On le sait, la Tunisie, comme beaucoup de pays en Afrique, c'est pas un pays de basket. Donc, il a découvert ce sport assez tard. Il avait intégré l'étoile sportive du Sahel lorsqu'il avait 20 ans. C'était en 2006. Puis, l'année suivante, son club a remporté le championnat tunisien. Tu dis C'est l'âge de Biwale, c'est l'âge actuel de Biwale. C'est l'âge de Rien. Donc voilà, ils ont remporté donc un autre titre en 2009. Et lors de l'été 2010, il est parti en Belgique pour jouer avec les Port Antwerp Giants. C'est l'équipe principale de la ville d'Anvers. Si vous êtes du côté de la Belgique, vous saurez de quelle équipe on parle. Ensuite, il a continué sa progression en Espagne dans un club de milieu de tableau chez les Obra Doiro CAB. C'est en 2012. Puis le Real de Madrid lui a fait signer 2 saisons. Il a fait le triplé. Hein, il a fait le triplé avec le Real de Madrid, il faut quand même le rappeler, avant de rejoindre les Mavericks de Dallas durant l'été, après la saison 2015-2016. Donc voilà un peu pour son entrée en NBA. On lui a posé la question de savoir sur le terrain, malgré son temps de jeu limité, qu'est-ce qui pourrait faire évoluer les Mavericks de Dallas. Alors il a répondu que il avoue qu'il n'a pas de bonne relation avec son coach des Mavericks de Dallas, Salah Mejri. Il dit Rick Carlisle et moi ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Ce n'est ni de ma faute, ce n'est ni de la mienne. Seulement, il n'a pas l'habitude de travailler avec des joueurs internationaux qui n'ont pas l'expérience de la NBA. Il préfère s'appuyer sur des vétérans. Mais peu importe, je bosse dur pour qu'il fasse appel à moi. Quel que soit mon temps de jeu, je répondrai toujours présent et je donnerai le meilleur de moi-même à chaque fois, car je suis un professionnel. Le Doc on P. Oui. Le Doc, je rigole un peu, hein, cette petite anecdote. Hein, Ray Carlisle qui n'apprécie pas les internationaux. Il ne donne pas assez de temps de jeu. Il ne s'entend pas bien avec Salah Mejri. Hein. Il le précise là. Un petit commentaire. Non, ça peut arriver. Après, c'est sa vision à lui. Quand tu es très fort international ou pas. Ouais. Après, ça dépend de la vision des coachs hein, et de leur apprentissage du basket. Quoique pendant ces playoffs, hein, donc je sais, c'est une info que tu n'as pas, mais pour tous les Africains qui ont joué pendant les playoffs, mis à part le cas de Joel Embiid qui est un cas assez spécifique, personne n'a atteint les 18 minutes. Hein. Mais en même temps, il faut dire que les playoffs, ça se resserre. Moi, j'ai entendu parler d'histoire le système de jeu des Warriors et des Sixers et tout. Dans les playoffs, on n'a plus beaucoup l'occasion d'exprimer ça parce que ça se resserre et quand tu testes ton système, ça ne va pas, tu te remets à du jeu en isolation. Ouais. Les Sixers étaient fermés complètement sur leur beau jeu offensif. Ils se remettaient à jouer à l'Embiid qui essayait, mais quand il était cuit, ça commençait à être difficile. Les Warriors, eux-mêmes, ils essayent, mais quand la défense augmente, ils se remettent soit à Curry en pénétration, soit à Kevin Durant en isolation. Les gens font des critiques, mais la défense en face, c'est les playoffs, ça se resserre. Ce n'est plus, on le voit chez les Cavs aussi, hein. Donc, les joueurs africains, tant que tu n'auras pas un joueur très fort individuellement, je pense qu'en playoff, ça va se compliquer. Ça va se compliquer pour eux.
C'est pas compliqué. Allez, on enchaîne avec cette interview. On a demandé quelle est la différence entre le basket européen et le basket aux États-Unis. Il a précisé que c'est un basket totalement différent. Aux États-Unis, il y a d'abord énormément de matchs, on le sait, 82 matchs durant toute la saison. Il dit on joue presque 5 matchs par semaine. On voyage tout le temps ou presque. En Europe, il y avait beaucoup d'entraînements. Il y avait plus d'entraînements pour s'améliorer, montrer au coach qu'on a sa chance. Alors qu'en NBA, on s'entraîne assez rarement. Il faut donc répondre présent à chaque fois que le coach fait appel à toi. Le jeu européen est beaucoup plus lent, beaucoup plus tactique, alors que le jeu aux États-Unis est beaucoup plus physique et beaucoup plus rapide. Donc voilà un peu pour sa description de ces deux types de jeux. Missy, tu veux réagir? Non, il a tout à fait raison sur ça. La NBA, c'est un laboratoire du monde. Et puis la NBA, déjà, ce qui est important, même s'il arrive les joueurs internationaux aux États-Unis, ce qui est important, où ils ont plus, c'est le vivier. Ils ont dans toute une very simple 300 millions d'habitants. On sait quels sont les meilleurs joueurs qui ont l'âge de 7 ans, quels sont ceux de 10 ans, quels sont ceux de 15 ans, ceux qu'ils ont juste pas la certitude, c'est que est-ce que celui qui est bon à 15 ans, il le sera à 20 ou à 25 ans. Mais ce qu'ils savent plus, ils savent une chose, c'est que lui, s'il est pas bon, celui qui est juste en dessous, ils trouveront toujours une pépite. Les Américains ont cette capacité à se renouveler, à toujours sortir quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un. Et c'est pourquoi ils réussissent, parce qu'ils ont mis en place une concurrence extrêmement rude et saine. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Les Kevin Durant, qui étaient des éternels seconds, sont devenus premiers. Les Steph Curry, ils ont un peu hérité de l'environnement, mais pour autant qu'ils ont l'environnement, ils ont aussi les aptitudes. C'est vos aptitudes. Aux États-Unis, on regarde vos aptitudes que vous avez. C'est pouvez-vous les exprimer lorsqu'il y a match, lorsqu'il y a telle ou telle situation. Et c'est là où les Américains ils sont beaucoup plus forts que par exemple un joueur comme Salah Mejri qui va demander de démarrer le basket à 20 ans. Parce que soit vous démarrez le basket très tard comme Joel Embiid et que vous avez déjà un talent extraordinaire et que vous allez maîtriser les choses, soit vous ne l'avez pas du tout et vous êtes tout le temps à l'arrache. Mais à l'arrache, on vous donne le nombre de minutes on estime que vous méritez. On peut pas vous donner plus. Maintenant, comme l'a dit bien Simon, il faut être un joueur extrêmement dominant pour qu'on vous donne des minutes. Sur ça. Bien sûr. Allez, on enchaîne avec la suite de l'interview de Salah Mejri, le Tunisien. On lui a posé la question. Il raconte qu'il a eu un petit incident. Il a eu un incident avec la sélection nationale tunisienne qui avait mal évalué sa blessure avant l'Afrobasket 2017 auquel il n'a pas pu participer puisque les Mavericks de Dallas avaient refusé qu'il rejoigne la sélection. On lui a demandé de savoir s'il allait rejouer pour l'équipe nationale un jour. Il a précisé qu'évidemment qu'il adore son pays. Jouer pour le maillot de la Tunisie serait un honneur pour lui. Avec la sélection, il a vécu des moments inoubliables comme en 2011 lorsque la Tunisie a gagné le premier Afrobasket de leur histoire. C'était à Madagascar face à l'Angola. Et il n'oubliera jamais cette victoire sur l'Angola. Les Angolais, on ne les oublie pas, on ne les oublie pas non plus. Du côté du Cameroun. Alors il dit, je veux rejouer pour l'équipe nationale. Il dit, mais vous savez qu'ici en NBA, les clubs ont leur mot à dire et je ne suis pas le seul décisionnaire. On lui a demandé, vous êtes le premier Tunisien et même il est le premier Maghrébin à évoluer en NBA.
quel est son sentiment par rapport à ça. Il a répondu: je suis très heureux d'être le premier maghrébin à évoluer en NBA. C'est un honneur de représenter la Tunisie, mais aussi une grande responsabilité. Je sais que beaucoup de Tunisiens me suivent, que ce soit chez moi ou partout en Afrique. Certains sont déçus de ne pas me voir jouer plus souvent, mais après chaque match, j'ai énormément de retours et je suis ravi de les représenter et de jouer pour eux. Je vais continuer à me battre pour les rendre fiers. Et la dernière question qu'on lui a posée, votre fondation, on lui a posé des questions sur sa fondation et il a précisé que chaque été, il organise un camp à La Goulette, à Nabeul et à Rades. C'est du côté de Tunisie. La Tunisie, vous savez de quelle ville on parle. Rades, je connais un petit peu, j'ai fait un petit tour de ce côté-là. La Goulette, Nabeul et Rades pour développer la pratique du basket auprès des jeunes qui regardent les matchs NBA à la télé. L'an dernier, ils avaient monté un camp avec les officiels de la Ligue américaine, lesquels étaient venus évaluer le niveau des jeunes Tunisiens âgés entre 13 et 17 ans. Ça devait être dans les juniors NBA, ça, sûrement. Et bien entendu, les sélectionnés se sont vus offrir un plan de carrière en NBA avec à la clé la possibilité de faire des études. Voilà, on connaît un peu ce parcours-là. Donc voilà un peu pour l'interview de Salah Mejri. Plutôt intéressant. Aurélien, oui, frère. Tu en as appris un petit peu sur le Tunisien ce soir. Oui, je n'étais même pas vraiment au courant de sa carrière. Bon, je le connaissais, mais je ne savais pas quel était son parcours. Donc, c'est assez intéressant de voir tout ça. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans Total Africa NBA. C'est pour justement informer des fans comme Aurélien qui ne sont pas toujours informés de ce qui se passe du côté des Africains qui sont. Mais sinon on peut quand même faire un petit tatalakou à tous ces gars-là en espérant qu'ils nous lancent même un peu. Voilà ton boulot. Alors on enchaîne avec la suite du talk show, mesdames et messieurs. Une pensée pour Cheikh Diallo avant d'enchaîner avec la suite du programme avec les finales NBA. Alors Cheikh Diallo, on le rappelle, Cheikh Diallo du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, je l'avais précisé dimanche dernier, il est du côté du Mali en ce moment, je ne sais pas s'il est déjà parti, mais il était encore du côté du Mali la semaine dernière où il avait accordé une interview à une radio très connue de ce côté-là. Et les Pelicans qui se développent actuellement, ils préparent un plan de développement de leurs joueurs sur le modèle qu'ont réalisé les Raptors de Toronto avec le Camerounais Pascal Siakam. Les Pelicans qui voient d'un bon oeil un rapprochement entre les deux joueurs, pas en termes de style de jeu notamment, puisque ils ont déjà quelques similitudes, puisque selon les sources, les deux joueurs ont sur le plan physique sensiblement le même poids, les deux joueurs ont la même taille de chaussures. Les deux joueurs ont des longs bras et c'est des joueurs qui ont une très au niveau de leur capacité athlétique qui sont plutôt assez similaires. La petite différence au niveau physique entre le Camerounais et le Malien sont que Pascal Siakam est beaucoup plus athlétique alors que le Malien est lui beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide que Pascal Siakam en course et notamment les Pelicans qui souhaitent que Cheikh Diallo développe beaucoup son jeu en transition, un peu comme celui de Pascal Siakam. Il souhaite aussi qu'il développe la même énergie qu'il a en défense. Vous savez, Pascal Siakam, c'est un joueur de devoir. Il a prouvé tout au long de la saison. C'est un joueur qui est capable de sortir une énergie folle, notamment en défense. Donc, les Pelicans qui espèrent vraiment que Cheikh Diallo s'inspire du Hemley, on va dire ça comme ça, dans le langage camerounais, on utilise le terme Hemley de Pascal Siakam pour apporter à son équipe. Tout simplement, ils attendent de Cheikh Diallo qu'il soit beaucoup plus smart en défense, donc beaucoup plus intelligent, capable de driver, capable de tirer à 3 points dans le corner. Ça c'est important pour lui. Ils espèrent développer ça et ils espèrent aussi à ce qu'il développe son dribble en milieu du terrain, enfin à la moitié de son dribble en moitié de terrain, comme le fait assez bien Pascal Siakam, ce qui lui permettrait de développer son arsenal offensif. Donc voici un peu le plan de travail, c'est un peu les devoirs de Cheikh Diallo pour cet été, le Malien qui est très attendu pour son retour pour la saison prochaine chez les
Pelicans. Donc voilà pour la partie Afrique. Dimitri. Oui, Philippe. Tu as pris aujourd'hui, non? Les Africains à l'NBA, non? Ouais, j'en ai pris beaucoup, ouais. J'en ai pris beaucoup. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans Total Africa NBA. Allez, on va enchaîner avec la suite talk show. On va attaquer maintenant le sujet qui nous réunit tous ce soir. Il s'agit de parler des finales NBA. On va attaquer le Game 2 qui va démarrer dans 3 heures, comme l'a dit le doc. On va parler des Clips, des Cavs, on va parler des Warriors, on va parler de LeBron James, Stephen Curry. C'est dans moins d'1 minute. On se met connecté. À tout de suite. Vous êtes bien sur la radio of basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur la radio of basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. LeBron playing some defense, slapped it away, but at least you play defense for a portion of the game. Well, Dwayne Casey can talk all he wants. I think the biggest voice there, nice bounce pass from LeBron. The Kings would start playing real basketball as Curry flips to the corner to DeRozan. He knocks down the three. Avec la suite du talk show, mesdames et messieurs, Total Africa NBA, c'est parti pour les débats. Le débat concernant cette finale NBA, les Cavs contre les Warriors de Golden State. Le match 2 va démarrer dans quelques heures. Et bien entendu, c'est l'avant-débat. On va un peu discuter de déjà notre sentiment par rapport à ce Game 1. On va écouter d'abord ceux qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup parler sur le parquet de la radio. On va commencer par Aurélien. On va commencer par Aurélien, ensuite Dimitri, et puis le Doc NP et Mickey. Aurélien. Oui, Philippe. Alors, de façon globale, quel est ton sentiment depuis le Game 1? Est-ce que on le sait, hein, bon, on va pas se le cacher, Aurélien c'est un fan des Cavs, hein, il représente un peu la Cavs Nation ici ce soir sur le parquet de la radio. Ton sentiment par rapport à ce début de finale NBA, ce Game 1, comment est-ce que... vraiment c'est à cœur ouvert, hein. Je vous laisse vraiment parler, et puis moi j'ai des questions qui vont permettre d'orienter un peu les débats, mais je vous laisse d'abord vous exprimer, comme ça, lâcher un peu votre esprit, on va dire ça comme ça. Aurélien, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bon, je pense que le Game 1 est un très beau match, très engagé des deux côtés, et je pense que tous les fans à travers le monde étaient agréablement surpris de voir autant de compétition. Parce qu'au vu des performances des Cavs depuis le début des playoffs, on s'attendait à un blowout de la part des Warriors. Donc ça a été un très beau match. Bon, je vais éviter la controverse qu'il y a autour de l'arbitrage parce que bon, les arbitres font des erreurs. Tu peux, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux, vas-y, il n'y a pas de problème. Bon, est-ce que tu leur reproches quoi aux arbitres, franchement? Moi pour toi. Tu leur reproches quoi? Tu leur reproches quoi aux arbitres? En fait, ce que je pense... D'habitude, ils protègent LeBron James et les Cavs, non? D'habitude, non? Bon, on peut dire en général les arbitres privilégient les stars, mais j'ai trouvé qu'il y a eu quelques actions lors du match où j'avais plus l'impression que les arbitres étaient dépassés par le moment. Où tu avais l'impression même qu'ils ne savaient pas quoi siffler ou alors ils ravalaient leur sifflet et c'est après au dernier moment qu'ils se disent « il faut dire quelque chose ». Il y a eu je pense, si je me rappelle bien, il y a eu une faute sur Kevin Durant, je crois, au début du troisième quart-temps. Et dans ma tête, je me dis, mais les arbitres n'ont pas vu la faute.
et c'est après, ça a mis peut-être 2 ou 3 secondes et ils ont sifflé en retard. Donc ça, c'est juste une illustration pour dire, je pense que les arbitres n'ont vraiment pas été au niveau. À la hauteur. Tu veux dire qu'ils n'ont pas été à la hauteur. À la hauteur, voilà. Si tu vois un match de finale, ce qu'on a souvent vu avec des arbitres, c'est que même s'il fait 1 ou 2 erreurs, après il a l'habilité ou l'aptitude de prendre une décision arbitrale, comment dire, pas forcément pour favoriser qui que ce soit, mais pour équilibrer un peu les débats. Il y a une séquence où il y a interception de LeBron James sur Kevin Durant, mais l'arbitre a sifflé faute. Bon, tu peux me dire à vitesse réelle, ça peut donner l'impression qu'il y a faute, et ça, je ne peux pas le en vouloir. Mais pendant que les lancers francs sont tirés, le ralenti est rejoué dans le stade, quoi. Et ils le voient, ils doivent se rendre compte, ok, on a fait une erreur. Donc, en général, les arbitres vont soit se concerter, soit de lui-même, il va se dire, ok, je vais essayer de make it up to the other team. Donc, l'action d'après où Looney, je ne sais pas si c'est Looney ou c'est Draymond qui essaye de piquer la balle à LeBron, il fait faute. Tu peux me dire à vitesse réelle, ça ne se voit pas. Mais tu te dirais, ou bien tu aurais vu d'autres arbitres qui se seraient dit, ok, ici on va équilibrer la balance et on va siffler cette faute, quoi. Cette faute, bon. Oui. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme ça, et c'est juste, tout ça, ce sont juste des illustrations, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment dire le sort du match a été décidé par les arbitres, mais je pense qu'ils ont eu une très grosse contribution à des moments clés. Oui, à des moments clés. Si un arbitre fait une erreur au premier quart-temps, deuxième quart-temps, ça peut passer, mais à 2 minutes de la fin du match, tu te dis, et surtout contre une équipe contre les Warriors, tu sais que ça ne pardonne pas. Donc c'est un peu ça le sentiment d'amertume que beaucoup ont. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vois Abou sur le parquet là. Abou, est-ce que tu m'entends, Abou? Abou, est-ce que Abou m'entend? Allô, Abou Gaï? Est-ce que Abou Gaï m'entend? Abou qui ne m'entend pas. Je pensais, pourtant je le vois bien au niveau de la conférence. Mais apparemment il ne m'entend pas. On va vérifier son micro tout à l'heure. Est-ce que Dimitri est là? Dimitri? Oui, Philippe. Est-ce que tu as écouté Aurélien? Tu as écouté un peu ce qu'il a dit? J'ai écouté. Comment tu as envie de réagir à ce qu'il a dit? Ils disent que le sort du match a été décidé par les arbitres. Bon, c'est vrai que on peut pas en vouloir aux arbitres. On peut pas aussi en vouloir un mec qui, je sais pas, en moins 4 secondes, il prend le rebond, il sait pas quel est le score du match. Non, remettre tout aussi sur le dos des arbitres qui ont pris une décision. C'est vrai qu'il y a une décision qui pourrait être contestée. C'est vrai qu'il y a la décision de donner la faute offensive qui a été overturned en faute défensive aussi, qui pourrait aussi être contestée. Mais c'est clair qu'il y avait faute de LeBron aussi. Donc, après, il y a tellement de choses on pourrait discuter. Hein. Il y a tellement de choses qu'on pourrait discuter. Mais c'est ce premier game que j'ai même pas regardé. Hein. Je vais être honnête, j'ai pas regardé. Parce que moi, je suis allé me coucher, j'ai pas regardé. Vas-y, Dimitri, pardon. Vas-y, Dimitri. Donc voilà, c'est le premier game que j'ai pas regardé. Et j'ai quand même l'occasion de regarder les highlights. Pas les highlights, mais j'ai l'occasion de regarder un résumé complet du match. Je vais pas tout mettre sur le dos des arbitres quand même, hein, parce que bon, comme il a dit très souvent auparavant, LeBron James c'était celui qui était le plus protégé par les arbitres. Donc avoir un match déjà contre LeBron James, c'est avoir les arbitres contre soi. Donc si quelque part aussi les arbitres ont décidé de remettre un peu la balance, bon pas qu'ils ont décidé de remettre la balance, mais si au côté c'est subjectif, la balance a un peu posée du côté des Warriors. C'est vrai que de bon guerre, au moins on est conscient que sur les prochains games, quelle que soit l'équipe qui va jouer contre le LeBron James, au moins tu sais que il y aura cette forme d'objectivité, de vouloir bien faire dans l'arbitrage. D'accord. Donc c'est ça que tu annonces pour l'avenir. Mais en ce qui en est, je sais pas, tu veux qu'on parle du game 2 là maintenant ou bien je préfère revenir après? On verra après. Je veux d'abord votre sentiment par rapport au game 1. Puis on va enchaîner avec le game 2. Par rapport au game 1, c'est plus simple. Bon, je vais parler de l'arbitrage qui pourrait être contesté, c'est vrai. Je vais parler de J.R. Smith, l'action qui a fait rire tout le monde, bien sûr. Et les Warriors, bon, les Warriors c'était aussi un bilan un peu mitigé. C'est même pour ça qu'il y a eu des prolongations.
Donc voilà quoi, c'est tout ce que je pourrais dire. Hein. C'est tout ce que je pourrais dire. Ils m'ont demandé pas le match. Il n'y a pas de souci. On va enchaîner de toute façon avec la suite du débat. Le Doc P. Oui. Le Doc P, comment tu as envie de réagir par rapport à tout ce que tu as entendu et ton sentiment personnel sur ce Game 1 déjà? C'est un Game 1 où les Warriors n'ont pas su faire décoller le match. Où les Cavs ont les Cavs, on sent qu'ils ont étudié, comme ici, disait en off, défensivement, ils peinent. Et que, offensivement, quand la pression défensive adverse monte, ils n'y arrivent pas, parce que de toute façon, ils ont 3 menaces offensives, peut-être 3 grosses menaces. Mais on peut le dire, les matchs qu'ils ont gagnés, il a fallu que 2 de leurs 3 menaces mettent à eux deux plus de 60 à 65 points. Ouais. Et que la 3e complète. Il faut que les 3 mettent plus de 80. Ça, c'est déjà très handicapant. Parce que le reste de l'équipe, il n'y a pas quelqu'un qui sort du banc pour apporter 10-15 points. Ils n'ont pas ça. Et en plus de cela, ils ont un des 3 de leurs 5 là, ou bien au moins les 3 doivent défendre énormément parce que leur force défensive est limitée. Et que dès qu'ils prennent des fautes rapidement, ils sont handicapés. Donc, ce qui fait que LeBron l'a très bien compris en attaquant le match, tambour battant, il rentrait dans eux, comme Eric Gordon a pu faire à certains moments. Ce que Houston n'a pas compris, c'est qu'il fallait leur rentrer dedans. Ils ont fait dans quelques matchs, mais LeBron, il est rentré là-dedans. C'était panier ou bien faute. Ouais. Après, il faut tenir au 3e quart-temps. Ils ont tenu contre la vague du 3e quart-temps. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être la consigne. Aborder le 4e quart-temps, même ne serait-ce qu'à plus 10 maximum pour les Warriors, voire en menant pour les Cavs. Ils ont compris que s'ils traversent la vague du 3e quart-temps, tout est possible dans le 4e quart-temps. Et après, somme toute, ça ne me surprend pas, mais je me pose juste la question, combien de fois les Cavs pourront répéter ça? Ouais. Je pense que les Warriors, eux, ils veulent juste gagner pour protéger leur terrain et aller voir à l'extérieur si entre-temps Iguodala peut être de retour dans un Game 3. Je pense qu'ils veulent juste protéger leur parquet. La façon de gagner glorieuse et l'odieuse que tout le monde voyait, eux, ils s'en foutent maintenant. Je pense que là, maintenant, ils ont compris qu'il faut gagner, protéger le parquet et espérer que en déplacement dans un Game 3 avec Iguodala, ils puissent aller faire un hold-up. Voilà, en bref, ce que moi je vois, mais somme toute, le match ne me surprend pas parce que ça prouve juste que les Warriors n'ont pas réglé leurs problèmes et de banc et défensifs. Ils savent pas défendre dans les corners. Houston a marqué tellement de paniers dans les corners. L'autre jour encore, des J.R. Smith ont réussi à mettre des paniers dans les corners. Jeff Green, pareil. Ils sont focalisés sur la pénétration, celui qui va rentrer, et après ça sort sur les corners. Chaque fois, le mec qui pénètre donne sur les corners. Ils savent pas défendre sur les corners, les Warriors. Je sais pas pourquoi. Va savoir, peut-être que... Mais en même temps, c'est la cause de ce mismatch, hein, Phil. Dès qu'il y a un mismatch sur Looney ou sur Curry, le mec qui pénètre, les autres viennent fermer pour l'aider et ça ressort sur les corners. Contre Houston, ils ont bu la tasse sur les corners avec Tucker et notamment et un peu Ariza. Et là, pareil, J.R. Smith en a mis sur les corners, Jeff Green en a mis peut-être 2 ou 3 sur les corners. Ils sont pas les seuls, hein. Donc comment ils vont régler ça, j'ai hâte de le voir. Alors moi j'ai une petite réflexion. Après vous allez me donner votre avis dessus. On va passer la parole à Missy par rapport à ça, et bien entendu elle va donner aussi ses réflexions personnelles. On fera réagir aussi Aurélien et Dimitri. Alors moi c'est pas mon souci, mais mon observation c'est déjà au niveau du temps de jeu. Alors c'est vrai, on en a parlé, vous l'avez précisé en début de talk show, on fait jouer les plus expérimentés en playoff. Ce n'est pas la cour de la maternelle, on va dire ça comme ça. Donc tous ceux qui ont le moins d'expérience, on ne les fait pas jouer. Mais quand même, lorsque l'on voit la rotation des joueurs au niveau des deux équipes, je parle bien des Warriors et des Cavs, on se rend compte que du côté
des Warriors, il n'y a qu'un joueur, il y a un seul joueur dans cet effectif qui n'a pas eu de temps de jeu du tout. Il s'agit de Quinn Cook qui n'a pas participé à ce Game 1. Tous les autres joueurs ont eu plus ou moins du temps de jeu, à savoir que ceux qui ont le moins joué ont eu 4 minutes de temps de jeu, à savoir David West et Patrick Mako. Mais du côté des Cavs de Cleveland, Tyronn Lue qui essore, il faut le dire, il essore vraiment ses vétérans, puisqu'il a quand même près de 1, 2, 3, 4, 5 joueurs dans l'effectif des Cavs qui ne participent pas, en tout cas qui n'ont pas encore participé à cette finale. Je me dis qu'il va peut-être revoir la rotation au niveau du Game 2 parce que là, bon, on va rappeler quand même, on va pas effacer la performance astronomique, enfin la grosse performance, la performance légendaire de LeBron James, 48 minutes de temps de jeu pour 51 points, 8 rebonds, 8 passes, on va pas revenir dessus. Mais quand même, lorsque l'on regarde le tableau des remplaçants, on se rend compte que Ante Zizic qui aurait pu apporter aussi, il n'a pas joué. Cedi Osman qui a pas mal apporté, qui a pas mal apporté aux Cavs durant la saison, il n'a pas été sur le terrain. José Calderon n'a pas apporté son expertise, son expérience plutôt, devrais-je dire, puisque c'est quand même un joueur qui a quand même une expérience, une grosse expérience du monde pro, du basket pro. Et Rodney Hood, lui non plus, n'a pas joué. Donc voilà, on peut encore citer qui. Donc voilà les joueurs qui n'ont pas joué. Zizic, Calderon, voilà, Rodney Hood, Calderon, Cedi Osman et Zizic. Voilà les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, tandis que les autres, les vétérans ont été vraiment essorés. 48 minutes de temps de jeu pour LeBron James, 39 minutes, à savoir 40 minutes pour Kevin Love, 39 minutes pour J.R. Smith, le pauvre J.R. Smith. On va pas se moquer de lui ce soir, mais quand même, ça fait quand même beaucoup. Missy, la rotation au niveau de l'effectif, je sais pas si tu as envie de me suivre là-dessus, mais moi je trouve quand même que il devrait avoir ça quand même. C'est trop. C'est trop, y compris pour les Durant et les autres. Mais il faut se dire que tout le monde est dans le dur. Si vous venez en finale, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier 4 matchs au minimum à 48 minutes, dans ce cas-là, vous ne jouez pas. Au bout d'un moment, mais il faut quand même faire jouer les... Enfin, je veux dire, pour les permettre de souffler un petit peu. Enfin, je sais pas, il y a des urgences quand même, mais bon, vas-y. Vas-y. Maintenant, ces joueurs-là, comme ils n'ont pas intégré la rotation pour certains, depuis le début des playoffs, c'est dur de les remettre en selle. Les playoffs, comment ils se gagnent? C'est premier match, vous perdez. Deuxième match, vous allez regarder la vidéo. Vous procédez aux ajustements. Les ajustements tiennent compte de quoi? Ils tiennent compte du vis-à-vis, de la taille, de tous les détails. Cedi Osman, vous le mettez face à Kevin Durant, les paniers vont tomber dedans. Déjà, un LeBron James, un Kevin Durant face à LeBron James l'année dernière, les paniers tombaient dedans. Mais je crois que cette année, les Warriors sont extrêmement mauvais défensivement. Et ça s'illustre sur la dernière action. La dernière action, elle doit jamais avoir lieu telle qu'elle a eu lieu là. C'est-à-dire qu'il a quand même raté un lancer franc. Et c'est J.R. Smith qui a... Capital. Et c'est... Est-ce que c'est pas la façon dont il a raté le problème. C'est pas la façon dont les choses sont passées. Parce qu'un professionnel, il peut rater un lancer franc, c'est pas ça... C'est dans le déroulé des choses, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est que quand il rate son lancer franc, c'est pas J.R. Smith qui doit prendre le rebond. Ils sont où les Warriors dans cette histoire du rebond? Et le premier match, c'est là où ils ont souffert énormément. Ils ont disparu du rebond. L'année dernière, quand ils ont joué et gagné les finales, ils avaient pris une très belle option. C'est que l'option était laquelle? Et c'était d'attaquer Cleveland sur les points forts et sur les points faibles.
Qu'est-ce qu'ils ont attaqué l'année dernière? Ils ont attaqué Tristan Thompson et ils ont attaqué les rebonds. À un moment donné, Tristan Thompson, ils ont fini par le sortir du match. Et tout ça, cette année, c'est vrai qu'ils n'ont pas André Iguodala, c'est très handicapant, ils peuvent pas le refaire. Mais les Warriors ne peuvent pas être dominés comme ils l'ont été dans ce Game 1 au rebond. Il va falloir qu'ils se revoient au rebond. Maintenant, ce que fait bien les Warriors, sachant très bien que là, premier game, ils ont eu la chance, ils vont pas l'avoir tout le temps. Et et je prends le cas du football. Warriors, je vois un peu comme le Barça. Le Barça est une très bonne équipe. Le jour où ils jouent mal, ils vont perdre. Maintenant, les Warriors, quand ils jouent mal, il y a des chances qu'ils perdent. C'est pour ça qu'ils sont allés en 7 matchs avec les Rockets. Il n'y a pas eu 7 matchs parce que les Rockets étaient très bons. Il y a eu 7 matchs parce que les Warriors n'ont jamais, sur certains matchs, pas fait ce qu'ils ont l'habitude de faire, même sans Iguodala. Iguodala, c'est juste un petit problème. Maintenant, là où ils ont un problème, c'est que Klay Thompson, depuis le début des playoffs, il traîne une blessure. Et il traîne une blessure, Klay Thompson, et il n'a pas son rendement qu'il a habituellement défensivement. Même André Iguodala, il n'est pas en super forme. Hein. D'ailleurs, c'est pas certain qu'il soit là pour le Game 2. Mais même Klay Thompson, qu'est-ce qui a fait gagner les Warriors l'année dernière? Si on se rappelle bien tous, Klay Thompson, il ne scorait pas beaucoup. Mais défensivement, il était vraiment, vraiment présent. Les Warriors ont besoin de réunir toutes leurs forces. Et les Warriors sont une équipe. Les Warriors, déjà, quand ils gagnent, pourquoi les Warriors gagnent? Parce que quand ils sont bons défensivement, ils vont piquer des ballons, faire des contres et des stops, ils courent. Donc, ils marquent. Mais quand vous n'avez pas votre dynamique défensive habituelle, vous ne pouvez ni courir, encore moins marquer. Tout est compliqué. Maintenant, il va falloir qu'ils reviennent un peu à toutes ces choses simples qu'ils peuvent faire. Les Warriors prennent des tirs dans un fauteuil. Quand ils commencent à forcer les tirs, c'est mauvais. Mais juste pour terminer, une dernière chose qu'ils ont appris de 2016, c'est pour ça que Curry, on l'a vu très très bien, parce que Steph Curry, en 2016, si vous observez bien dans tous les matchs perdus, il prenait des tirs au large qui ne tombaient pas dedans. Maintenant, systématiquement, quand il voit qu'il n'a pas la possibilité de prendre un tir au large, ils attaquent le cercle. D'ailleurs, les gens disent les Warriors sont une équipe à 3 points, shooteuse à 3 points. Pour gagner, c'est toujours les 2 points qui vous font gagner. Donc, les Warriors sont aussi la meilleure équipe à 2 points. Ça, c'est... Alors, vas-y, conclue, et puis on va faire la passe à Aurélien, s'il te plaît. Vas-y. Ce que je disais juste, c'est que on dit toujours les Warriors, c'est les 3 points. Non, les Warriors, ils attaquent le cercle. Et c'est ces points additionnés. Steph Curry est d'ailleurs l'un des meilleurs shooters à 2 points aussi. Pour que ça doit se savoir. Aurélien? Oui, on peut faire. Aurélien, est-ce que tu... disons les choses de façon honnête. On se dit les choses... on se dit les choses. Est-ce que tu n'en veux pas à J.R. Smith? Dis-nous, sérieusement. Est-ce que tu lui en veux pas? Parce qu'on dirait que les Cavs, ils tenaient quand même ce match, quelque part. Tu lui en veux pas? Bon, je ne peux pas vraiment dire que je lui en veux. Est-ce que tu ne penses pas que c'est une faute quand même professionnelle lorsque tu entends ton joueur te dire qu'il ne connaissait pas, qu'il ne savait pas, qu'il connaissait pas le score. Quel était le score, oui. Quel était le score et tout ça. Est-ce que à ce niveau de la compétition, est-ce que tu n'es pas un peu stupéfait d'entendre des choses comme ça? Non, c'est clair, mais... Il dit, je pensais que c'était fini. Que c'était fini. Hein? Voilà. Je pense, en ce qui me concerne, je suis plus ou moins mitigé par ça, parce que je pense que même au niveau
semi-pro ou bien même au niveau universitaire, ça c'est quelque chose de vraiment aberrant d'entendre des trucs comme ça. Maintenant, je ne peux pas non plus mettre la responsabilité du match sur J.R. Smith parce que il y a eu beaucoup de circonstances qui ont joué pour le fait que le match aille en prolongation. Si vous vous rappelez un peu de comment le match s'est déroulé, il y a un temps mort après que je me rappelle plus qui a marqué pour les Warriors. Je pense que c'est Kevin Durant qui marque. Alors, le match est à égalité et Tyronn Lue prend un temps mort. Et à la sortie du temps mort, tu vois qu'ils sont très agressifs. LeBron va au panier en moins de 5 secondes parce que ce qu'il cherche à faire, c'est marquer, remettre la balle aux Warriors et se rassurer qu'ils auront une autre possession derrière et pas que les Warriors auraient le dernier shoot. Alors, après que LeBron James marque, Stephen Curry est en train de drive au panier et Kevin Love est battu. Il en aide, mais il est battu. Mais il fait une petite faute légère, suffisamment pour que l'arbitre siffle, mais ce n'est pas une faute qui va empêcher Curry de marquer. Maintenant, les Warriors sont devant par 1 point avec le N1 de Curry. Si Kevin Love l'aurait laissé marquer, nous n'en arrivons pas là. George Hill marque un lancer franc, on aurait pu gagner le match. Donc, je suis en train d'essayer de relater les faits en ordre pour voir qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont fait arriver là. Maintenant, deuxième truc, George Hill, tu es un professionnel, tu devrais marquer. Bon, tu me diras, il n'a jamais joué dans de telles circonstances, sous une telle pression. Mais tu devrais pouvoir mettre un lancer franc. Tu en veux plus à George Hill qu'à J.R. Smith, en fait. Beaucoup plus, parce que déjà, J.R. Smith est dans une position où il est le plus petit. Kevin Durant est devant lui, donc la probabilité que J.R. Smith prenne même ce rebond est quasiment inexistante. Donc, je pense que la raison pour laquelle beaucoup de personnes parlent de ça, c'est parce que tu as déjà pris le rebond, tu es déjà à moitié un héros. Maintenant, c'est pas le héros dans le match. C'est ce qu'il a dit. Hein. Je t'accompagne dans ce qu'il a dit, J.R. Smith. Il a dit je pensais que nous allions prendre un temps mort parce que je venais de prendre le rebond et je suis sûr que je n'aurais pas pu tirer sur la tête de Kevin Durant. Voilà. Ok, ça aussi, c'est... Bon, voilà maintenant quelque chose aussi qui m'agace un peu avec la situation parce qu'il a l'air de donner deux histoires. On a l'impression qu'il est en train de vouloir sauver sa peau. Au début, il dit « je pensais qu'on menait ». Et quand tu vois son attitude, la façon dont il a dribblé, ça c'est un dribble qu'un joueur fait quand tu prends un rebond et tu veux tuer le temps et où tu ne veux pas laisser l'adversaire faire faute sur toi. C'est ce qu'il a dit, il pensait qu'ils allaient demander le temps mort. C'est ce qu'il a dit. Mais tu sais aussi, tu es un joueur NBA. Je crois que J.R. Smith est en NBA depuis 14 ans. Oui. Tous les joueurs, tout le monde sait, même les fans savent qu'en NBA, il n'y a que 2 personnes qui peuvent appeler le temps mort. Soit le gars qui a la balle, soit le coach. Alors, comment tu peux dire, tu as le ballon, pourquoi tu ne demandes pas le temps mort? Qui d'autre devait appeler le temps mort à ta place? Et après, il a aussi fait une déclaration comme quoi, j'ai vu LeBron essayer d'appeler le temps mort dont j'attendais qu'on siffle. Mais qu'est-ce que tu racontes? LeBron ne peut pas appeler le temps mort. S'il appelle un temps mort... Il est habitué. C'est LeBron qui te passe sur les temps morts. Il est habitué. Donc... vas-y. C'est un peu toutes ces circonstances-là qui puissent faire que beaucoup de gens, moi y compris, soient un peu difficiles avec J.R. Smith. Mais si on regarde la physionomie du match, il n'y a vraiment pas grand-chose qu'on puisse lui reprocher. Pour toi, c'est George Hill. Pour moi, c'est plus George Hill qu'autre chose. C'est même bon qu'il soit placé au Sacramento. Est-ce que le Doc NP est d'accord avec Aurélien sur J.R. Smith et George Hill? Le Doc, est-ce qu'il a le choix? Sur J.R. Smith, tu sais, Phil, moi, le premier truc que je reproche au Cavs, c'est déjà pourquoi c'est lui qui va là-bas, parce que moi, je l'ai dit sur le groupe Radio Off, le groupe Facebook, il a fait une bourde, il le sait. D'ailleurs, la communication, pour moi, elle est mal gérée. Parce que quand soit il va pas, je le disais avec Missy en off, soit il va pas en conférence de presse, on lui dit non, pas toi. Soit il y va, mais avec les professionnels de la communication qui lui ont déjà dit, voilà, on veut pas en rajouter. Il y a une série qui commence. On veut pas en rajouter. Déjà, j'espère qu'ils ont coupé tous ces réseaux sociaux. Mais ils doivent savoir que ça doit parler de lui H24. Donc, ils doivent lui dire quelque chose à dire. Parce qu'il a changé de version. D'abord, et en plus, maintenant, on peut lire sur les lèvres avec les caméras numériques, les caméras haute définition.
Donc tout le monde a vu ce qu'il a dit à LeBron. Les caméras ont zoomé. Donc on l'envoie en conférence de presse raconter une version. Le lendemain, à l'entraînement, il raconte une autre version. C'est-à-dire que même à l'entraînement, au shooting, on laisse que les journalistes l'approchent. Ouais. Un chargé de com laisse que les journalistes l'approchent. Ouais, pourtant, on devait l'écarter de tous les médias. Soit on l'envoie en conférence avec une version et on dit c'est fini, il a dit sa version, il peut partir. Il a répondu à votre truc, il peut partir. Quand ils ont insisté sur LeBron James, il s'est levé, il est parti, il a répondu. Après, il a dit moi je vous ai dit ma version, je me lève et je pars. Et c'est fini. Là, on le laisse jouer même avec les médias le lendemain et tout. Et pourtant, moi, sur le coup, beaucoup, les captures d'écran, les gens revisionnent ça depuis en boucle. Nous-mêmes, je pense que moi, j'ai revisionné à partir de 3 minutes même pour savoir qu'est-ce qui a pu être mal fait, qui a fait quelle erreur, qui a pas fait quoi à partir d'1 minute. Et au fur et à mesure, on voit que lui, le pauvre, on l'a envoyé à ce rebond alors que, à la base, tu te rappelles, quand il y a contre-attaque, c'est J.R. Smith et LeBron James les premiers à replier. Le fameux contre de 2017, c'est parce que J.R. Smith est le plus rapide déjà pour gêner Iguodala et LeBron en deuxième rideau. De toute façon, c'est toujours comme ça. Au rebond, il ne servait à rien. Et en plus, Kerr appelle le temps mort après le premier lancer. Kerr appelle donc, même si ces joueurs prennent le rebond, ils ont déjà la consigne. S'il y a panier, il y a temps mort. S'il y a rebond, ils ont la consigne du coach temps mort directement. Donc, J.R. Smith ne servait à rien à ce rebond. Il ne servait à rien. En plus, il a eu le miracle de l'avoir. C'est un piège, finalement. Mais, à la base, c'est pas lui qui doit être là. LeBron, au premier tir, LeBron, il y est. Et Tristan Thompson, de l'autre côté. Il switch. Et Kerr, à ce moment-là, dit, temps mort. S'il y a panier, il précise temps mort. Donc, le temps mort est déjà appelé. Donc, derrière, LeBron sort. Je veux bien que LeBron sorte. Si c'est pas lui qui va, c'est Jeff Green ou bien quelqu'un qui est un peu grand, puisque Tristan Thompson est parti bagarrer. Mais Tristan Thompson bagarrait quasiment seul. Ça servait à quoi? Donc, déjà, moi, je me dis, les Cavs, pourquoi c'est J.R. Smith, l'arrière? Envoyez votre meneur alors de l'autre côté, carrément. Pourquoi c'est l'arrière qui va là-bas? Donc, lui, il a pris ce rebond. Moi-même, je t'avoue, beaucoup qui parlent là. Lui, c'est un professionnel, il est sur le terrain. On peut rien dire, il devait savoir le score. Surtout qu'ils sortent d'un sport où ils ont tracé les plans. Voilà, ils ont tracé des plans, donc ils tracent des plans en fonction. Mais moi-même, Phil, il y a j'ai été, Aurélien l'a dit, j'ai été induit en erreur parce que j'avais zappé que Curry m'ait accordé avec faute. J'avais zappé que Curry, en fait, quand il marque, il égalise et son lancer franc les fait passer devant. Mais moi, pendant le temps, j'étais occupé à commenter en même temps, à discuter avec tout le monde. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et les journalistes, sur au moins 3 chaînes télé, en tout cas françaises, sur au moins 3, on me dit que sur Canal Plus Afrique, moi, c'était sur Beansport ici, il y a eu un autre sur des médias sur Internet, tous pensaient qu'à ce rebond, les Cavs avaient gagné le match. Tous qui fustigent, pourtant ce sont des professionnels aussi, des journalistes qui passent à la télé, qui doivent pas induire les gens. Tous, dès qu'il a pris le rebond, ils ont crié, les Cavs l'ont fait. Les Cavs prennent le game 1. C'est moi-même sur le coup, je dis putain, je crie putain. Et qu'est-ce que KD fait? Et là, je vois J.R. Smith courir, mais moi comme lui, je me dis il a pris la bonne décision de fuir. Moi-même, je me dis, il a pris la bonne décision de fuir, et c'est après que je vois 107 partout. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faisait en fait? Donc, quelque part, lui, dans la pression sur le terrain, on peut pas lui trouver une raison. Je ne lui trouve aucune raison. Mais je dis, tous ceux qui le fustigent, 80% pensaient que les Cavs l'avaient fait. Hein. Quand il a pris son... On dirait que je sais pas ce qui s'est passé. Mais, donc, il n'est pas le seul fautif. Franchement, il n'est pas le seul fautif. Il est le grand fautif. Mais il n'est pas le seul fautif parce que c'était pas à lui d'aller à ce rebond. Le pauvre, on l'a mis là, il l'a pris. Déjà, s'il ne le prend pas, on va dire que je le défends. Je le défends pas, mais s'il ne le prend pas, Kerr appelle le temps mort et les Warriors ont presque 4 secondes pour mettre un panier. Même un tir, même prendre une faute parce que tous allaient mettre au moins un tir au lancer franc. Donc, s'il ne prend pas ce, il perd le match.
Ils perdent le match là. Ils gardent le match. Dimitri, par rapport à tout ce que tu as entendu, comment tu réagis sur J.R. Smith? Tu es d'accord ou tu as quelques réserves, Dimitri? J.R. Smith, c'est sa faute? Sa faute parce que c'est lui qui prend le rebond. Sa faute parce qu'il est censé savoir quel est le score. Tu peux pas être sur le terrain, après le banc te demande qu'est-ce que tu fais, que tu ne savais pas, tu pensais que tu sais pas quel est le score. Oh, tu mets ce que tu foutais sur le terrain. C'est sa faute. En même temps, je sais pas, peut-être il y a eu un problème, je pense, comme Simon m'a dit, c'est en grande partie sa responsabilité, donc il est la personne qui est à blâmer. Moi, on peut pas aussi le blâmer pour tout ce qui s'est passé durant le match, parce que si vous arrivez à 107 partout, après un mec prend un rebond, et il ne pense pas mettre le game à l'intérieur, à rentrer le panier, ou bien à prendre le temps mort. Ouais. Ce sera un peu injuste de lui imputer tout ce qui s'est passé durant le match. Parce que c'est un sport collectif. Bon, mais cette action-là, il aurait dû rester concentré. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'est quoi qui peut lui parler. J.R. Smith, vas-y. C'est dommage. Ça se pose la question de savoir si, pendant le temps, moi, il a pris un cigare ou s'il a pris un Henny, comme les gars sont entre eux dire. C'est dommage. Mais je pourrais pas lui imputer tout ça. Même s'il doit prendre la responsabilité, je pourrais pas lui imputer la responsabilité de la perte des cases. Donc voilà quoi. Je crois que vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Attends, Missy, avant que tu réagisses, on va accueillir le Mopo qui est sur le parquet. Mopo, est-ce que tu m'entends? Là, le fait rendu quoi. Bienvenue, Mopo Pierre Grave depuis le. Tu es où là maintenant, Pierre? Tu es aux États-Unis, tu es en France? Tu es où? Parce que toi, c'est jamais où tu es, toi. Tu es le voyageur de comment tu t'appppelles? Tu t'es pas appelé déjà? On ne sait même plus. Il est où quelque part. Tu es où? Dis-nous. Aux États-Unis, mon frère, vraiment là. Mopo depuis le Delaware. Il doit être du côté du Delaware. Il est avec nous ce soir. C'est comment, Mopo? On est là, mon frère, sur la fatigue. Tu vas te joindre à nous pour les réflexions sur ces finales NBA. On te fait la passe dans quelques instants, le temps que Missy s'exprime. Non, ce que je voulais vas-y, Missy, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as entendu? Vas-y, après Mopo va parler. Ce que je voulais dire pour J.R. Smith, c'est qu'on n'a pas vraiment compris. Et puis comme l'a dit Simon, c'est la communication qui est mauvaise dedans. Oui. Ce match-là, il peut leur faire beaucoup de mal s'il y a 2-0. Maintenant, on dit qu'il aurait dû prendre le tir. Rien ne dit qu'il aurait marqué. Ça, il faut pas qu'on le perde. Il a dit qu'il ne pouvait pas le faire. De toute façon, Kevin Durant était devant, c'était impossible qu'il le fasse. Donc, Maintenant, le problème, c'est quand même un coach qui s'appelle Tyronn Lue. Ça, quand même, travailler ça quand vous êtes vers la fin. Dans tel cas de situation, on fait ci, on fait ça. Maintenant, c'est problématique. C'est quand même le coach. Le coach est quand même problématique parce que ce qu'on ne dit pas de ce gamin, c'est quand même les 51 points marqués par LeBron James. Jamais quelqu'un n'avait perdu un match de playoff en ayant marqué 51 points. Et ça, sur ça, Tyronn Lue, sur le fait, Tyronn Lue vit sur le fait que LeBron James va les porter jusqu'au bout. Ça pouvait marcher quand il y avait Kyrie à côté qui allait soulager un peu l'affaire. Mais là, cette histoire, ça paraît. Quand on a marqué 51 points, il faut regarder combien de points il a marqué dans les dernières minutes du match. C'est toujours les points d'impact qui comptent. Donc J.R. Smith, moi je veux pas lui imputer grand chose parce que moi je dis toujours un match il se gagne jamais dans les dernières secondes. C'est dans les dernières secondes que les matchs ils se perdent d'un côté comme de l'autre. C'est bonheur la chance les dernières secondes. Voilà. D'accord, on comprend tout à fait. Missy, je crois qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Mais on va écouter quand même le sentiment de Mopo sur ce début de finale NBA avec ce game. Mopo,
Alors, ton sentiment par rapport à ce Game 1, est-ce que tu en veux à J.R. Smith sur cette fin de match? Est-ce que tu as une dent contre George Hill qui n'arrive pas à mettre ses lancers francs? Est-ce que tu as des choses à dire contre le management de Tyronn Lue? Ou est-ce que tu as plutôt des lauriers adressés à LeBron James ce soir? Comment est-ce que tu as envie d'orienter ton pitch? C'est le sport, mon frère. Il a raté un lancer franc, c'est normal. Donc, c'est une situation de game comme une autre. Mais en même temps, J.R. Smith, il n'a pas fait attention au fan. Mais même ceux qui regardent la TV ont dit que Cleveland était up 1 point. Ce n'est même pas. Donc, pour moi, c'était logique en fait. Parce qu'avant le lancer franc, il s'est dit que Cleveland était up 1 point. Et dans sa tête, il n'a pas regardé le scoreboard. C'est pour ça que son premier instinct, c'était de tirer le ballon et quitter devant l'anneau. Parce qu'il ne voulait pas un petit gars. C'est normal, c'est une erreur de basketteur, non? Juste bounce back, game 5, c'est une série à 7 matchs, donc. Celui qui n'est pas sportif, qui est juste habitué à ça sur le canapé, on peut te dire ce qu'il a dit, mais à la fin de la journée, c'est le sport, donc. C'est la sport. Just move on, mais t'as un lot au niveau de coaching. D'ailleurs, LeBron James l'a dit lui-même. Move on, it's time to move on, aller pour le game 2, qui va dans quelques heures. Vas-y, mon pauvre, vas-y. Il y a trop de signes. On dit que si la bille n'avait pas, c'est le sport, mon frère. On n'a pas sifflé, c'est bon. On avance, gars. Tu vois un peu, non? Champions League, on a vu un gars, on a dit que tel a fait la casse de bras d'un gars. Ça qui a causé le déclic. C'est pour ça que Liverpool, c'était trop de signes. On avance avec les signes dans le sport. C'est pas ça qui. Ouais. Parce que c'est une série à 7 matchs, mais on m'a dit, Missy, là, maintenant il faut prendre un match parce que ça devient 2-0, là. C'est autre chose. Ce n'est pas des redemption avec les gars de Golden State. C'est là tout haut, mon frère. Commence à voir les A3. Justement, c'est la question que je vais te poser. Parce que le moment où ils peuvent aller à Cleveland prendre 2 matchs. Donc c'est l'avantage avec Golden State. Comme ils peuvent aller perdre 2 matchs là-bas aussi. Tu vois un peu, non? Donc, oui. Maintenant, là, et LeBron dira pas que 51 points chaque jour. Ça, c'est une évidence. L'autre jour, son type passait, c'était bien beau, mais on sait, il va pas scorer 51 points évidés. Tu m'entends bien, non? Oui, ça, c'est ça. Je voulais te demander, Mopo, pour la suite de ces finales NBA, est-ce que tu estimes que si les Cavs prennent un match à Golden State, ils ont une chance de l'avoir, ou bien tu penses que ça va seulement se jouer à la maison? Il faudrait... Il doit d'abord prendre un match là-bas. Donc, le match de l'autre jour, c'était le perfect game parce qu'en fait, ils sont sortis avec l'énergie que Golden State n'attendait pas, en fait. Tu vois un peu, non? Ils ont scrap tous les petits ballons. Ils ont fait les bonnes choses qu'on fait contre Golden State. Tu vois un peu, non? Chaque action comptait. Mais il y a les actions défensives qu'on a vu plein de bêtises de Cleveland comme du côté de Golden State. Et aujourd'hui, Kevin Durant était trop critiqué en défense. Juste qu'il va donner plus d'efforts en défense. Donc, ça va être plus difficile. Et c'est dimanche, gars. Donc, ça, c'est une chose. Ça va être encore plus difficile. Donc, aujourd'hui, là, le blond James l'a caressé. Le blond James, l'autre gars, donc, on vient nous soutenir. C'est la moindre des choses. Corver a scoré plus de 3 points. Il finit un match pareil avec 3 points en 17 minutes. C'est pas bon. Un peu, non? Parce que la fin du match, c'est souvent comme on m'a dit ici, on gagne pas à la fin du match, on perd le match à la fin. Tu vois un peu, non? Et Cleveland avait les manières de gagner ce match même avant, les quelques secondes à la fin, là, il pouvait jouer le match, non? Il doit faire mieux, c'est tout, gars. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais Tyronn Lue aussi up son coaching. Tyronn Lue, il a up son coaching, gars. Par moment, là, j'ai l'impression qu'il est tout LeBron James dependent. S'il est juste là, assis, parce qu'il que LeBron James doit faire ce qu'il doit faire. Dans la vue, il doit up, gars. Claxton, ne donne pas ce qu'on veut. Tu amènes un autre joueur. Vrai, il va avoir une rotation juste à 7 joueurs, c'est bien beau. 7 maxi 8, c'est vrai. C'est aussi ça. Ce sont les finales NBA, mais il doit un peu changer, gars. Le match, il doit bring quelque chose de nouveau. On doit bring quelque chose de nouveau, gars. Ouais. Sinon, ils doivent réajuster, des ajustements pour faire un look pour ce Game 2 qui va se dérouler dans quelques heures encore. Comment tu as tes réflexions pour le Game 2 Oui, pour le Game 2. Je veux dire, le Game 2, les Cavs doivent faire pareil qu'au Game 1 avec LeBron James. LeBron James, il n'a pas souffert physiquement. Hein. C'est les prolongations, je pense que c'est là où le physique s'est senti parce que le moral a été touché. Mais, contrairement à Boston qui avait... C'est quand même incroyable quand je t'entends dire qu'il n'a pas souffert physiquement. Je suis pas loin de te croire, mais quelque part, je dis, mais quand même, il faut pas pousser. Mais nettement moins parce que son adresse à distance a été très bonne. Oui. Et que en pénétration, les Warriors, à part une grossière faute de Draymond Green, ils pouvaient pas le toucher parce que leur banc n'est pas profond et que quand il attaque KD, il peut mettre KD en foul trouble très vite. KD et Draymond Green évitent de faire des fautes rapidement, sinon ils sont hors de leur match. Donc LeBron,
il est incontrôlable. Et ce qui a fait que, regarde, contre Boston, c'était physique contre Boston, attaqué tout le temps. Marcus Morris, Jalen Brown, après Horford, se retrouver sur Baines. Il a souffert contre Boston parce qu'ils avaient du monde. Les Warriors n'ont pas beaucoup de monde capable de défendre sur lui. Les seuls capables sont trop importants offensivement. Ils peuvent pas. Sinon, ils vont prendre des fautes. Donc, là, ce qui se passe, c'est que s'il a encore une adresse extérieure, je pense qu'ils vont essayer. Maintenant, ils ont compris qu'il peut tirer de loin. Ils vont lui dire, on préfère que tu partes en pénétration et tu perdes du jus pour que au troisième quart-temps, tu sois cuit. Ou au quatrième. Mais s'il le laisse lucide jusqu'à la fin du match, il va leur mettre des tirs à 3 points même dans les 2 dernières minutes. Hein. Et c'est ça le seul truc. Sinon, moi je pense que les Cavs, le plan était super bon. Éviter le blowout dans le troisième quart-temps et aborder le quatrième le plus proche possible de Golden State. Au quatrième quart-temps, ça va se jouer. Ça va se jouer. Ils sont en terre ennemie. Et contrairement aux autres, je pense que contre Boston, ils l'ont vu que même mener 2-0, c'est peut-être pas Boston en face. Mais c'est une logique de quitter Golden State en étant mené 2-0. Mais s'ils peuvent faire un hold-up, ce serait le must. Mais par contre, le Game 3, ils auront la pression de ne pas perdre chez eux. Sinon, la finale, elle est morte. Sauf que, là, c'est pour ça que le Game 1, ce hold-up, il est en travers de la gorge parce qu'ils avaient fait tout ce qu'ils voulaient faire. Prendre un match à l'extérieur. Sauf que là, s'ils le font pas, ils vont retourner chez eux où ils sont plutôt forts et essayer de faire le boulot. Mais le plan du Game 1, pour moi, il va falloir que LeBron reparte au charbon. Cette fois-là, je pense qu'il n'y a plus de repos. Là, ils ont 3 jours de repos. Là, maintenant, ça va s'enchaîner de chaque 48 heures. Donc, physiquement, je ne sais pas comment il va gérer. Mais les Warriors, eux, pour moi, doivent juste empêcher LeBron d'être à droit à distance, continuer à fermer Corver, de mieux défendre sur les corners, parce que je disais, ils ont des gros problèmes sur les corners, les Warriors. Ils se jettent sur celui qui pénètre et ils laissent tous les joueurs ouverts à l'extérieur. Donc, ça va être une bataille assez serrée. C'est-à-dire que je pense que d'emblée de jeu, celui qui se ramollit peut avoir des gros soucis. Les Warriors ont l'avantage de leur domicile, hein. Ils ont le public, ils ont leur parquet. Mais les Cavs peuvent encore essayer le même plan. Franchement, le même plan du Game 1, ils peuvent l'essayer parce que Iguodala, je pense qu'il joue pas encore ce soir. Kerr a avoué qu'il aurait plus dû faire jouer Javali, mais qu'il avait d'autres plans qu'il n'a pas pu tester. Quel plan? Je ne sais pas, mais on va le voir de toute façon. On va le voir parce que tout ce qui se passe actuellement en playoff, on le disait tout à l'heure. Tactiquement, c'est plus difficile d'appliquer ces systèmes. Donc, à un moment donné, c'est un jeu d'hommes. C'est pour ça que tu parlais de nos frères camerounais africains, ou bien des joueurs comme Zizic qui sont pas utilisés. Les coachs tournent avec 8 joueurs. Parfois, ils introduisent un 9e quand c'est chaud. Mais là, ce qui va se jouer, c'est que Kerr va essayer de faire entrer. On veut bien Javali qui rentre dans le turnover, ou bien tu veux bien peut-être Zizic ou d'autres joueurs qui peuvent donner des fautes sur des Kevin Durant et autres. Mais le problème, c'est que quand tu appliques ça, tu es obligé de les faire rentrer pour une seule possession. Parce que sur 1 minute, si tu as la mauvaise décision, tu peux prendre l'eau. En 1 minute, tu peux prendre 2-3 tirs à 3 points et ça peut faire la différence. On verra bien comment ils vont... Mais attention, par contre, si les Warriors sont à droit, moi, j'ai l'impression que Steph Curry est la clé de leur finale. Ouais. Il n'a jamais été aussi en forme depuis le début de la saison. Physiquement, ça se voit qu'il a récupéré. Après, un tireur vit et meurt par son adresse. Il peut avoir un jour sans, mais depuis 3 matchs, il n'a pas de jour sans. Et il pénètre sans peur. On sent qu'il a son traumatisme de son genou et de sa cheville. Il les a pas en tête. Il a mis ça de côté. Il a mis ça de côté, vraiment, parce que j'ai l'impression que on n'est pas à l'abri de gros scores de Steph Curry parce qu'en face, comme concentré sur Klay Thompson, Curry, il y a personne qui peut défendre sur lui. Sur Durant, il y a des postes 3 qui peuvent se relayer. Sur les intérieurs, j'en parle même pas. Sur Klay, on peut essayer, mais sur Curry, il peut vraiment faire très très mal aux Cavs. Ça va être
Ça va être chaud. Franchement, je pense qu'il va falloir qu'ils ferment Curry s'ils ne veulent pas repartir à 0-2 là. Est-ce qu'on peut alors fermer Curry? C'est la question, gars. Il faut pas espérer qu'il soit malade. Écoute un peu Aurélien sur ce sujet, puis qui va un peu... Aurélien. Oui, frère. Ton cahier de ton cahier de devoirs pour le Game 2, comment est-ce que tu avais de réagir Bon, déjà pour commencer, comment dire, la clé serait dans ce que tu as mentionné tout à l'heure, la rotation. Et l'une des raisons pour laquelle les Cavs sont obligés de limiter leur rotation, c'est parce qu'ils ont besoin de gars athlétiques. Si tu regardes Tristan Thompson, depuis le début des playoffs, il a joué en moyenne 18 à 20 minutes, pas plus. Et il y a même eu beaucoup de séries où il était remplaçant. Mais le match d'il y a quelques jours, il est obligé de jouer. Pourquoi? Parce que Kevin Love est à un certain moment liability on defense. So they need athletic guys to be on the court. Et c'est une raison pour laquelle ils doivent maximiser le temps de jeu de gars comme ça. Jeff Green, même chose. Jeff Green peut défendre sur un guard. Il peut défendre sur Kevin Durant. Il peut défendre... Déjà que les Warriors n'ont pas un vrai pivot. Ils ont Looney. Et c'est derrière Looney que Kevin Love réussit à se cacher défensivement. Donc ça, c'est un avantage. Mais la clé de ce Game 2, pour moi, je pense que ce serait... Une petite info, Aurélien, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais André Iguodala est out. Hein. Il est out pour le Game 2. Oui, on avait déjà suivi. Oui, ça, il est out, donc ça va... Vas-y, enchaîne. Je pense donc que la clé sera par rapport à Stephen Curry, comme le doc vient de le dire. Parce que Kevin Durant, they have a lot of bodies. Ils ont beaucoup de personnel pour essayer d'envoyer à Durant, ce qui permettra à LeBron de se reposer plus ou moins en défense. Il peut faire la petite fausse one-man zone qu'il fait depuis là. Donc ça lui permettra de se reposer. Mais par contre, Stephen Curry n'a personne qui le fatigue en défense. Les années d'avant, il y avait Kyrie qui le fatiguait. Le tour précédent, il y avait Chris Paul et Harden, et c'est pour ça qu'il n'était pas si performant, sauf quelques fois dans les 3e et 4e quarts-temps. Mais ce tour-ci, il n'y a que George Hill et peut-être LeBron, parce qu'on a remarqué aussi les Warriors font beaucoup de switch en défense. Parfois, ils se retrouvent sur LeBron, et c'est peut-être les seuls moments où tu peux dire que défensivement, il est vraiment impliqué. Mais sinon, le reste du temps, il se repose, ce qui fait qu'en attaque, il festoie, parce qu'il n'y a pas non plus un défenseur d'élite qui est là pour le stopper. Donc, je pense que la clé de ce match et la clé du reste de la série même, ce serait de savoir comment limiter Steph Curry. Il faudrait éviter de faire des paris fous, un peu comme ce que J.R. a fait à la fin du deuxième quart-temps, d'essayer de sauter pour l'interception, mais essayer de couvrir Curry le mieux possible et ne pas le laisser catch fire. Je ne sais pas si vous avez écouté d'ailleurs pendant le Game 1, il y a l'un des commentateurs de ABC qui disait il y a eu des matchs où Kevin Durant donne 40 points aux Warriors, mais ils perdent. Par contre, depuis 3 ou 4 ans que les Warriors dominent la ligue, il n'y a jamais eu un match qu'ils aient perdu lorsque Curry et Klay Thompson sont performants. Donc je pense que Klay, on peut envoyer quelques gars sur Klay, mais il faudra vraiment ça va être difficile. Je précise simplement que ça va être un peu difficile pour Steve Kerr. Il n'est pas certain de voir, il n'est pas certain qu'on voit Klay Thompson sur le parquet ce soir. Steve Kerr qui dit il espère vraiment avoir Klay Thompson sur le parquet. Il est vraiment diminué. On va voir. C'est l'une des facteurs sur ce Game 2. Le Doc One P, vas-y, le Doc. Oui, oui, Klay Thompson aussi. Oui, lui aussi, c'est pas sûr qu'il va jouer. Hein. Oui, par rapport à son genou. C'est pas sûr. Oui, Aurélien, je voulais te demander, toi qui parlais de Tristan Thompson, et c'est vrai que c'est une des clés. La façon dont ils ont réussi à dominer, lui, Jeff Green, LeBron, le rebond, parce que je pense qu'ils ont pris le double des rebonds des Warriors, et surtout les rebonds offensifs. Est-ce que tu penses que ce soir, avec le même plan, parce que et avec un Tristan Thompson jouant un peu plus, parce qu'il est en plus revanchard, il échappe à une suspension, c'est pas l'une des plus grosses clés que les Cavs ont, en le faisant un peu plus jouer, parce que il n'a personne en face pour l'empêcher de ramasser tous les rebonds.
Je pense que ça va aussi se jouer. J'y pensais d'ailleurs tout à l'heure par rapport à Draymond Green. On connaît tous la personnalité de Draymond. Il essaie un peu de jouer au bully avec tout le monde. Donc je pense que Tristan va devoir aborder ce match en oubliant d'être timide. Il doit vraiment aborder ce match comme s'il était Dennis Rodman. Essayer de prendre autant de rebonds possible, essayer de gêner l'équipe adverse en défense autant qu'il peut. Et il le fait d'ailleurs très bien. Quand tu vois son attitude, il n'a pas peur, même quand il y a les switches sur Steph Curry. Bien sûr, Steph Curry va le bringuer, mais il n'hésite pas à y aller. Et je pense que ça va jouer beaucoup dans la balance du match. Peut-être que Steve Kerr va enfin nous surprendre et essayer d'introduire Maggie un peu plus et lui dire de ne pas se faire contrer par l'anneau. Donc ça pourrait changer aussi la donne, on ne sait pas. Ouais, pourquoi pas. Vas-y, Zach, tu voulais avoir une autre question ou bien sinon on enchaîne? Non, c'est bon, il a répondu. Dimitri, on va écouter Dimitri. Oui, Philippe. Dimitri, quel est ton global? Est-ce que tu vois... vas-y, exprime-toi sur la suite de cette série. Déjà, ce Game 2, qu'est-ce que tu es... Ce Game 2, je l'appréhende, hein, parce que je ne peux pas réellement viser sur une réelle équipe ou sur une réelle performance. Oui. Comme Simon le disait, le LeBron James ne va pas faire 50 points tous les soirs, à moins d'être une machine à tuer. Même les machines, à un moment donné, elles se reposent. Je vois plutôt, Curry, je vois Curry en train de nous sortir les mêmes performances, un Curry qui n'a pas peur de jouer en pénétration, un Curry un peu plus confident. Surtout si Klay Thompson est absent. Tu as Klay Thompson qui pourrait être absent, un Iguodala qui est absent. Alors, à un moment donné, tu es obligé de prendre ta responsabilité en tant que leader de groupe. Ouais. Kevin Durant, il est un peu dans le dur depuis un moment, mais je pense j'espère qu'il va pouvoir relever le défi et relever la tête et revenir jouer au niveau des 30 points qu'il donnait en début des playoffs. Je pense qu'il peut le faire, surtout s'il pense qu'il peut aller, je pense que Steve Kerr, c'est pas un petit coach en même temps. C'est vrai que même si les Cavs quand les Cavs voient les voir jouer et qu'ils viennent au game 1 pour les attaquer sur leur faiblesse, et couper les lignes de passe, ou bien toute la stratégie qu'ils ont employée. Steve Kerr, c'est pas un petit coach, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il sait aussi contre-attaquer. Donc, il peut revenir ce soir avec un autre plan qu'on pourrait voir tout au long des séries. C'est quelqu'un qui sait aussi s'adapter. Donc, c'est ça aussi. Et donc, il pourrait peut-être dire à Kevin Durant d'attaquer LeBron James, d'aller plus attaquer un LeBron James et de leur donner un full trouble, comme les Celtics ont fait avec les Warriors au Game 7, même si c'est pour perdre après, je sais pas comment, je vais plus parler de ça. Mais du fait que LeBron James soit un peu passif en défense, il pourrait bien s'appuyer sur cet élément-là. Donc, c'est beaucoup plus ce que j'envisage. Mais au niveau de l'intérieur, je sais pas comment ils vont faire, parce que quand t'as un Maggie qui prend la balle, se retourne seul et qui rate un dunk vert, donc, tu as été choqué, hein? Tu as été choqué. J'ai été franchement, j'ai été. Donc, je pense beaucoup plus ça toujours au niveau de l'intérieur, mais je pense que j'espère que Kevin Durant va step up pour pouvoir prendre le jeu contre LeBron James. Donc voilà, il est venu nous remettre les 30 points qu'il avait l'habitude de mettre. Donc voilà quoi. Mais sinon, pour la suite, je sais pas, je suis vraiment dans du 50-50, je peux pas vraiment parler. Donc voilà quoi. Mais comme j'ai dit, ça c'est passé au niveau du coaching, voilà, c'est ça. C'est ça en fait. C'est vraiment au niveau du coaching, comme tu dis si bien. Dont les Cavs ont perdu d'avance alors. Ouais, si le bon James coach, non, ils vont faire comment? Alors, je donne la réaction comme ça en direct de Montepool qui précise, hein, il nous rappelle, hein, André Iguodala est bien out pour le Game 2 et Klay Thompson sera en tenue, hein, il sera en tenue et bien entendu c'est sur le lieu, ce sera sur le banc qu'ils vont décider de savoir s'ils le font jouer ou pas. On va écouter Missy. Missy, comment tu as envie de réagir sur ce match 2 qu'on attend? Qu'est-ce que tu attends de voir? Qu'est-ce que tu souhaiterais, etc. Au game 1, donc dans ce fameux match 1, de toute façon, les Warriors ont pris l'option que
quitte à être battu par quelqu'un, ils préfèrent l'être par LeBron James. Mais ils n'ont pas véritablement bien observé qu'au cours de cette saison, LeBron avait été très adroit dans le tir à longue distance, le tir à 3 points. D'année en année, il s'améliore. Maintenant, pour parler clair, parler peu, il va falloir par n'importe quel moyen limiter LeBron James. Ça veut dire que maintenant, il leur faut un joueur de plus dans cette rotation. Il leur faut quelqu'un pour faire quelques fautes. Ça, oui, il le faut. Ça. Maintenant, quant à ce qui est de défendre sur LeBron James, ce qui avait énormément marché à Boston, c'était la rotation sur le LeBron. C'est-à-dire qu'à LeBron, il faut lui proposer, il faut que les gens tournent sur LeBron James. Draymond Green est capable. KD le fera très très bien. Klay Thompson, il est diminué, mais maintenant, ils peuvent un peu, à mon avis, sacrifier un peu l'offensive pour se dire, on va limiter LeBron James. LeBron James, tournant à 51 points, c'est une anomalie de l'histoire. Ce n'est pas possible dans un match que quelqu'un vous enfonce autant. Là où ils doivent leur saluer, pourquoi aussi les Cavs n'ont pas gagné malgré un LeBron James à 51 points. Il manque les points clés de LeBron James dans ce Money Time. Il faut bien le dire. Et dans la prolongation, on ne le voit pas du tout. Maintenant, ce qu'il faut là où ils ont l'avantage sur vous, c'est que, quoi qu'on dise, si on peut parler tout ce qu'on dit, le coaching là, mais les Warriors ont plus d'armes offensives que les Cavs. Ça, au moins, c'est dit. Il y a Kyrie Irving là, en moins. Kyrie Irving, en moins, c'est 20 à 25, entre 20 et 30 points qui se baladent par match. C'est lourd. Ça, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, on va plus revenir sur Kyrie. Kyrie, c'est terminé. Donc, oui, c'est terminé. On va espérer que, pour t'accompagner dans ce que tu veux dire, je voulais dire qu'on va espérer que Kyle Korver, le doc l'a dit, il espère que Kyle Korver, il arrive à rentrer un peu plus de tirs ce soir. Kyle Korver, c'est quelqu'un qui ne peut pas créer son tir. Donc, il est obligé de jouer pour lui trouver les tirs qu'il peut prendre. Ce qu'on dit tous, ou on ne dit pas tous, ou il faudrait tous dire, c'est que les Warriors prennent beaucoup de tirs en vis-à-vis, dans un fauteuil. Là, maintenant où les Cavs ont été bien, c'est qu'ils ont été voir tous les matchs perdus par les Warriors aux Rockets. Ils sont en train un peu de reproduire le modèle des Rockets, mais le modèle des Rockets ne marche que si vous avez le supporting cast et que vous êtes en mode Warriors, capable d'aller tous sur les Warriors et de faire des choses différentes sur un terrain. Moi, je veux prendre un rebond, toi, tu vas prendre un tir par-ci, lui, il va faire ci, ça, mais il faut que les actions soient coordonnées. Et si vous attaquez les Warriors de manière désordonnée, vous n'avez aucune chance sur eux. Or, c'est dans cette manière désordonnée que sont aujourd'hui les Cavs. Il faut l'ordre et la discipline face aux Warriors, parce que les Warriors, eux, ils ont en partie pas besoin de tout l'ordre et la discipline qui est réclamée, parce qu'ils ont de fortes individualités. Klay Thompson, il fait du catch and shoot. Le catch and shoot, on me donne le ballon, j'envoie tout de suite. Mais dans les cas, vous n'avez pas ce type de profil. Steph Curry, il s'arrête en plein milieu du rond central. Il dit, le tir, je vois bien qu'il va tomber dedans. Il le prend en confiance, ça tombe dedans. Et c'est pas votre bonne défense sur lui. Vous ne défendez pas au niveau du rond central. C'est juste que il faut être présent pour matcher. Il faut matcher les Warriors et faire les bonnes actions. Ouais. Voilà.
Ouais, en tout cas, il y aura beaucoup de choses à voir tout à l'heure sur cette rencontre. Est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose sur cette finale? Ou bien on enchaîne? C'est bon? C'est bon? Ah, personne ne réagit, on est arrivé donc à la fin. Non, je voulais juste... Vas-y, Jacques, vas-y alors. Je voulais juste te dire, oui, on verra pour l'histoire de... encore plus de réajustements, c'est si Klay Thompson ne joue pas. Ouais. Encore plus de réajustements parce que, comme je le disais, les Warriors ont besoin, ils n'ont que leurs 3 armes là comme scoring. Qui va sortir du chapeau pour scorer s'ils n'y arrivent pas? S'ils n'ont pas assez de scoreurs, ça va être intéressant à voir. C'est sûr, ça va être très intéressant à voir. En tout cas, on va être bien positionné tout à l'heure pour voir comment les choses vont évoluer dans ce Game 2. Radio Lolfe Basket avec Total African NBA, c'est à présent terminé. Missy, est-ce que tu veux dire quelque chose encore? C'est pour parler d'autre chose. Juste une petite pensée pour mes Minnesota. Une petite pensée pour mes Minnesota Lynx là qui sont en train de se faire laminer par rapport le Sparks. Ils font un très bon début de saison, c'est à souligner. Les Minnesota Lynx ne sont pas encore dans le rythme, mais nul doute que d'ici quelques matchs, ils seront prêts. Relever la tête. Ouais, voilà, Total Africa NBA spécial NBA Finals. C'est à présent terminé. On va vous donner les prochains rendez-vous. Vous le savez, si vous écoutez Radio Lolfe Basket, nous sommes en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 22h, 23h, heure de Paris. Et bien entendu, on nous doit de préciser que si vous n'êtes pas dans le groupe Radio Lolfe Basket, le groupe Facebook, nous avons une page Facebook Oncle Phil Basket et bien entendu un groupe Radio Lolfe Basket. Rejoignez le groupe, plus de 27 000 membres à ce jour, plus d'une centaine de membres toutes les semaines qui rejoignent cette communauté. Et on n'oublie pas de préciser que le doc ONP, qui anime aussi un talk show live caméra Facebook, la converse de la controverse avec le doc ONP. Doc ONP, demain, ou bien c'est demain, non? Oui, demain, bien sûr. Il y aura beaucoup de choses à dire avec tout ce qu'on a comme information et ce qui va se passer dans le match. Voilà. Dans le contenu, comme dans le résultat, comme dans les conséquences. Il y aura beaucoup de choses à dire. Donc tu leur donnes rendez-vous demain alors? Oui, demain. Tu leur donnes une horaire ou bien comment tu... Oui, c'est toujours vers 21h heure du Cameroun. Voilà. On espère que 21h, à savoir 22h heure de Paris. Donc si vous n'êtes pas dans le groupe, rejoignez le groupe Radio Lolfe Basket et entre 20h et 21h, vous le verrez. De toute façon, lorsque vous êtes connecté sur Facebook, les lives, ça se déclenche automatiquement au niveau de votre notification. Vous pourrez participer avec le Doc NP pour la converse de la controverse. Et quant à Oncle Phil NBA et Radio Lolfe Basket, vous allez retrouver la suite de nos émissions. Ce sera mardi avec The Big NBA Show. The Big NBA Show, on va faire le point d'entrée sur les finales NBA. Et on n'oublie pas, NBA No Limit, c'est jeudi et le dimanche. Total Africa NBA, on fait le point sur les Africains en NBA. Et bien entendu, on fera aussi le point sur les finales. Voilà, c'est à présent terminé. On va remercier les participants. Aurélien Aurélien? Oui, Oncle Phil. Merci d'avoir été avec nous. On espère que tu pourras revenir. Merci de m'avoir reçu. Ouais. Si, je fais la semaine prochaine, ce sera des vôtres également. Il n'y a pas de souci. On n'a pas changé les jours. Je te rappelle, c'est toujours tous les mardis soirs, tous les jeudis soirs et tous les dimanches soirs. On est en live sur Radio Lolfe Basket. C'est toujours comme ça que ça se passe. Tu connais les jours, tu connais les horaires, donc on n'a plus rien à te dire là-dessus. On n'a plus rien à te dire. Dimitri. Dimitri. Oui, on peut plus. Oui. Merci Dimitri d'avoir été avec nous ce soir. Ça nous a fait plaisir. Merci Dimitri. Et on se dit à la prochaine, Dimitri. Mardi, pourquoi pas, pour The Big NBA Show ou jeudi. Tu nous fais signe. Ouais. Sinon, d'accord. On va faire comme ça. Bobo. Yeah, mon homme. Le grand voyageur. On se dit à mardi alors, pour The Big NBA Show. Ouais, mon homme. Ouais, mardi, fait signer. Ok, ça marche. Missy, passe une bonne soirée, merci d'avoir été avec nous. Et on se dit à mardi pour The Big NBA Show. Missy
Est-ce que Missy m'entend? Ici, son micro qui a dû se couper. On envoie un gros big up à Missy. On envoie aussi un gros big up à Abou Gaï depuis Mantes-la-Jolie. Abou Gaï qui devait être avec nous ce soir, mais il n'a pas pu se libérer apparemment. On lui fait un gros big up en ce qui écoute le talk show, le Doc on P. On se dit à mardi alors pour The Big NBA Show. Et demain avec la converse de la controverse sur Radio Lolchen Basket, le groupe sur Facebook. Hein. Pas de soucis, à demain et à mardi. Allez, ciao les amis, passez une très bonne soirée, une très bonne nuit plutôt et un très bon match, très bon Game 2. On se retrouve mardi pour The Big NBA Show et retrouver le Doc on P dans le groupe Radio Lolchen Basket. La converse de la controverse, c'est à partir de centre 20h, 21h. Ciao les amis, bye bye, ciao les gars, ciao, bye bye, ciao. Vous êtes bien sur Radio Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio.